Alain Rimbert, vous êtes médecin, professeur, maître de recherche au CNRS, directeur de l'équipe de recherche de chronobiologie humaine. Et justement, il faudrait éclairer ce mot chronobiologie. C'est un mot qui mérite plus que de la lumière. Je crois qu'il y a là dans ce mot une nécessité d'admettre que le temps est aussi une dimension biologique. Est-ce bien cela? Oui, c'est effectivement, la chronobiologie, effectivement, essaye d'introduire le temps comme une dimension en biologie. Si vous voulez simplifier un petit peu les problèmes, c'est parce que tout de même c'est un domaine extrêmement vaste et complexe. Les biologistes ont commencé en explorant les organismes et l'organisme humain, à se poser la question où, dans quel organe, dans quel système cellulaire ou dans quel système subcellulaire se passait un phénomène. La deuxième question qu'ils se sont posées, c'est comment se passe le phénomène, c'est-à-dire qu'on a essayé de répondre en termes de biochimie ou de biophysique le déroulement d'un processus. Mais il y a une troisième question qui est la question quand. Et si l'on veut comprendre le phénomène biologique dans sa totalité, il faut essayer de répondre aussi à la question quand, c'est-à-dire que le déroulement des phénomènes n'est pas constant, mais varie d'une manière périodique et prévisible, et par conséquent il y a des moments où par exemple une glande sécrète beaucoup, et à d'autres moments où elle ne sécrète pas, ou peu, ou pas du tout. C'est-à-dire que le jour, le mois, l'année, la nuit, le jour ont de l'importance sur notre vie même. Effectivement, la périodicité est une périodicité qui peut être extrêmement courte, par exemple de l'ordre de la seconde ou de la fraction de seconde, des phénomènes qui sont déjà connus, qui sont étudiés depuis longtemps par les neurophysiologistes, qui sont des phénomènes de très haute fréquence. Et puis, on se rapproche de phénomènes, disons, relativement plus lents, qui ont une période de quelques heures. Puis, on tombe sur une périodicité qui est une périodicité de 24 heures, d'environ 24 heures plus exactement, pourquoi on l'appelle circadienne, circa environ, diem jour. Puis il y a des périodicités d'environ 7 jours, des périodicités d'environ 10 jours, d'environ 20 jours, d'environ un mois, dans lequel on trouve les phénomènes comme la menstruation, puis des périodicités annuelles, etc. Donc si vous voulez, vous avez tout un spectre de rythme, mais on analyse les phénomènes périodiques exactement comme on décompose la lumière blanche par un prisme. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour une même variation physiologique, par exemple, prenons le battement cardiaque, vous avez une période relativement brève qui est de l'ordre de la seconde, que tout le monde connaît, puis une variation circadienne d'environ 24 heures, puis une périodicité mensuelle chez la femme, puis une périodicité annuelle chez l'homme, puisque nous prenons l'homme comme exemple, et c'est l'homme que je connais le mieux. Vous avez également des variations périodiques de l'activité de la surrénale, des sécrétions dites épisodiques qui sont de périodes relativement brèves, disons de l'ordre de quelques heures, puis un rythme circadien, puis maintenant, on le sait, un rythme mensuel et également un rythme annuel. Docteur Alain Rimbert, est-ce une discipline scientifique nouvelle, la chronobiologie? Oh non, je crois que c'est une discipline scientifique extrêmement ancienne. Si vous voulez, les chronobiologistes, on se cherche toujours des parrains et des ancêtres illustres, mais on trouve des éléments de chronobiologie dans la Bible. On attribue à Hippocrate le fait qu'il a mis ou en tout cas rapporté le premier des phénomènes périodiques dans les maladies infectieuses ou dans un certain nombre de syndromes. Et puis il y a toujours on trouve dans la littérature des commentaires chez Pline, chez Aristote, et puis plus près de nous chez Lavoisier, plus près de nous encore chez Chaussat. Donc, avec le même nom? Non, parce que évidemment... Car vous compliquez les choses, vous les chercheurs, vous les médecins, vous les professeurs, vous employez des noms qui parfois ne sont pas compréhensibles pour le reste des humains. J'entends bien. Chronobiologie, c'est encore très facile. Chronobiologie, ça va encore, oui. Non, si vous voulez, nous sommes obligés d'utiliser un jargon, mais derrière ce jargon, il faut que les faits soient simples et compréhensibles. C'est d'ailleurs pour ça que dans un livre que j'ai fait récemment, qui s'appelle
des rythmes biologiques à la chronobiologie, j'essaye d'utiliser un langage clair et accessible pour expliquer des choses qui sont relativement complexes. Il est certain que la chronobiologie est une vieille histoire et que les hommes se sont toujours préoccupés de phénomènes périodiques. Il suffit de regarder, si vous voulez, certains monuments hindous, certains monuments mexicains, pour ne pas parler des cathédrales romanes en France, où on voit la périodicité de la nature apparaître comme un phénomène cosmique extrêmement important. Donc, si vous voulez, cette préoccupation elle existait, elle n'a jamais été ignorée, si vous voulez. Elle a simplement été sous-estimée pour des raisons multiples qu'on peut essayer d'analyser, qu'on peut essayer de comprendre. Ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est que nous avons actuellement des moyens d'analyser les phénomènes périodiques. D'abord, la biochimie et des méthodes bioanalytiques, physiques ou autres ont fait d'énormes progrès. Et puis, nous pouvons avoir recours à des ordinateurs pour faire des analyses et essayer de quantifier ces phénomènes biopériodiques, c'est-à-dire les caractériser. Je ne vais pas vous parler de problèmes d'ordinateur, simplement je mentionne que le recours à l'ordinateur est devenu maintenant un moyen relativement simple, qui n'a rien de très mystérieux. Vous estimez donc, docteur, que les autres médecins devraient soigner en fonction du temps, du jour, de l'heure, même parfois de la minute et de la seconde? Je ne vois pas exactement les choses de cette manière-là. Je pense que la chronobiologie peut apporter énormément, d'une part à la compréhension des phénomènes et deuxièmement en médecine au traitement d'un certain nombre de maladies. Ceci est indiscutable. Mais parmi les choses qui ont nui à la chronobiologie, ce sont précisément des gens qui ont voulu aller trop vite. Il y a un monsieur, Christian Hufland, qui était un Viennois qui écrivait aux environs de la Révolution française. Il a écrit un livre qui s'appelait « L'art de prolonger la vie humaine », où il disait en substance que la chose la plus importante était de respecter le rythme de 24 heures. Montaigne disait déjà la même chose. Mais M. Hufland n'apportait aucun argument expérimental, si bien que son livre, qui a été un des best-sellers de l'époque, est tombé complètement dans l'oubli. Il faut le goût des chronobiologistes modernes pour aller retrouver les écrits de Christian Hufland. Et pourquoi est-ce qu'on a ignoré M. Hufland pendant si longtemps? C'est qu'il n'apportait pas d'arguments expérimentaux. D'autre part, au début de ce siècle, un certain nombre de gens bien intentionnés ont dit, ben voilà, il faut prendre les médicaments à telles heures, il ne faut pas prendre tel autre médicament à telle autre heure, etc. Mais au fond, ils n'avaient aucun argument. Il y a une thèse de Viret qui date de 1814 à peu près, où Viret disait la chose la plus importante est de savoir à quelle heure il faut donner les médicaments. Mais si vous voulez, aucun argument expérimental ne venait à l'appui de ces dires, si bien que, bon, on a continué à donner les médicaments ou à conduire les traitements pour des raisons d'opportunité, parce que c'est commode de prendre un médicament à son petit déjeuner, à son dîner. Mais vous le chercheur, docteur Alain Rimbert, vous estimez qu'il est indispensable de prolonger la vie humaine? Alors ça, c'est un problème que je n'essaye pas de résoudre, j'en n'en sais rien. C'est une question d'option. Je veux bien prolonger la vie humaine, mais dans quel état, si vous voulez? Non, il est certain que les problèmes de vieillissement sont abordés par la chronobiologie, mais je n'ai pas à intervenir. Si vous voulez, le souci du chronobiologiste est d'apporter des faits aux arguments qu'il donne. Or, je n'ai aucun fait pour vous dire s'il est bon ou mauvais de prolonger la vie humaine. Je ne pourrais vous dire que des sentiments personnels, je préfère éviter ce genre de choses. À la fin du siècle dernier, vous le savez, il y avait des poètes et des peintres maudits. Peut-on dire aujourd'hui qu'il y a des chercheurs maudits? Je ne pense pas qu'il y ait de chercheurs maudits. Il y avait des peintres maudits et des poètes maudits, mais des chercheurs maudits, je ne pense pas. Il faut vraiment... ou alors ce sont des paranoïaques et ils sont rejetés en tant que paranoïaques mais pas en tant que chercheurs. Mais je ne pense pas qu'il y ait de chercheurs maudits. Au fond, il faut vraiment qu'un chercheur ait fait les pires des choses pour qu'il soit rejeté d'une communauté scientifique. Moi j'ai toujours pensé que quelqu'un dans le monde avait vraiment la manière de soigner la chose la plus grave mais qu'on ne l'avait pas aidé. Ça peut exister ou non? On le saurait? Je n'ai pas l'impression que ça se saurait. Ce genre de choses me paraît tellement improbable. D'autre part, je ne pense pas que une idée de génie puisse apparaître en un seul point. Elles doivent germer simultanément dans plusieurs points du monde et
Après tout, c'est très dommage qu'une idée reste inconnue pendant un certain temps, mais tôt ou tard, elle apparaîtra sous une autre forme. Si vous voulez, je suis beaucoup plus optimiste dans le sens du développement collectif de la connaissance scientifique. Il n'y a pas de chercheurs maudits, mais il n'y a pas non plus de chercheurs individuels. C'est une collectivité scientifique. Vous êtes médecin ? Je suis médecin et je suis docteur ès sciences également. Vous êtes médecin, mais vous êtes surtout chercheur et au CNRS. Pourriez-vous être médecin de campagne ? Je pourrais être médecin de campagne, mais je ferai également de la chronobiologie. J'ai actuellement 2 de mes jeunes assistants, de mes jeunes élèves, qui sont installés comme médecins de campagne et qui font une chronobiologie extrêmement intelligente et qui participent actuellement à des recherches avec moi poursuivies dans une entreprise de la région wallonnaise. Enfin, dans votre ouvrage, vous dites « Je ne soupçonnais pas il y a 20 ans que je serais amené à proposer à mes collègues biologistes de considérer le temps comme une dimension indispensable à la compréhension des phénomènes du vivant. » Donc, c'est il y a 20 ans que tout cela, pour vous, s'est éclairé. Ça, c'est pas éclairé brusquement. Vous savez, c'est pas comme l'objectif d'un appareil photographique. Ça s'ouvre pas comme ça, bouf, on a le... Déjà dans vos études de médecine, vous y pensiez ? Oh, absolument pas. Absolument pas. Nous nous sommes trouvés, je travaillais à l'époque avec mon ami Jean Gatta et Henri Lestradet chez mon maître Azérad à Beaujon, et nous essayions de résoudre un problème qui était celui de l'excrétion urinaire du potassium dans les urines, et nous cherchions à avoir, si vous voulez, par l'intermédiaire de cette excrétion urinaire du potassium, un index de l'activité de la glande surrénale. Et bien, nous avons essayé de savoir quelle était la constante de cette excrétion, et nous avons constaté qu'il y avait une variation périodique et prévisible. Alors nous avons essayé de démolir cette variation, de la changer, et nous ne sommes pas arrivés à la perturber d'une manière majeure. Alors nous avons été de plus en plus surpris de choses. D'abord que nous n'étions pas les premiers à avoir vu ce phénomène. Ça, c'était relativement banal. Ce que je vous disais, il n'y a pas, à vrai dire, de vraies découvertes scientifiques. Au fond, tous les jours sont toujours latentes, et à un moment, on les développe plus. Une découverte aide l'autre. Absolument. C'est une chaîne. Et d'autre part, nous sommes aperçus que personne ne parlait de ces phénomènes. Alors Jean Gatta et moi nous sommes dit, il faut tout de même essayer de savoir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, ce sont des choses qui sont connues, il faut étudier ça, c'est important puisque personne n'en parle et que ça existe. Et j'ai rencontré par la suite un certain nombre de chronobiologistes de réputation mondiale, comme Jürgen Aschoff à Erlangen-Index en Allemagne, ou Franz Hallberg au Minnesota, aux États-Unis. Et ils se sont trouvés, eux aussi, dans la même situation. Jürgen Aschoff était chargé d'étudier les variations thermiques de sujets humains exposés au froid. Et il s'est dit, il me faut une ligne de base, il me faut un système de référence, quelle est la température normale, et de s'apercevoir qu'il y a une oscillation thermique. Et il s'est considéré qu'il s'agissait là d'un phénomène extrêmement important, et il est devenu chronobiologiste à partir de cette chose-là. Et Franz Hallberg a lui aussi eu un problème à résoudre, qui était connaissance des variations de cellules dans le sang circulant, les éosinophiles du sang circulant. Et il a constaté qu'il y avait des variations dont l'amplitude au cours des 24 heures était de l'ordre de 200%. Je voudrais savoir une chose. Comment se fait-il que vous ayez en tête tous ces mots que nous n'arrivons pas à prononcer et que vous lancez de la manière la plus facile ? C'est la force de l'habitude. Je les manipule tous les jours. D'abord, je les manipule tous les jours. Et d'autre part, la chronobiologie, il faut bien qu'on en parle. Et le fait que je suis amené à en parler, à faire des conférences, à donner un enseignement, ça fait partie de mon vocabulaire de routine. Quand vous interrogez un comédien et vous lui demandez comment est-ce qu'il arrive... C'est ce que j'ai demandé à Charon l'autre jour, comment il arrive à retenir autant de textes. Mémoriser, un poème de Jean Tardieu ou de Henri Michaud, ça doit être un travail de mémoriser ça. Docteur Alain Rimbert, nous parlions tout à l'heure des influences du soleil, de la lumière. Il y a également toutes les questions qu'on se pose. Là, d'abord, pourquoi, par exemple, les cardiaques meurent souvent en février ? Oui, alors ça c'est un des problèmes. Je crois que si on aborde ce problème-là sous cet angle-là, c'est un fait trivial. Disons que le problème des cardiaques n'est pas connu depuis Hippocrate, mais on sait qu'il y a des variations annuelles de la susceptibilité.
Bon, c'est une notion tout à fait commune. Il y a le célèbre vers de Jean Richepin, voici venir l'hiver, tueur de pauvres gens. Bon, tout le monde sait ça. Bien. Mais ce qui est de nouveau, c'est que, ce qui est ancien plus exactement, c'est de considérer que l'organisme est innocent, qu'il est toujours constant au cours de l'année, et qu'il y a, l'hiver, l'organisme se trouve victime du froid, et par conséquent, c'est le moment où il va subir ce froid et se trouver dans une situation de moindre défense. Bien. Or, si l'on examine un autre fait qui est connu actuellement sous le nom de chronotoxicologie, c'est-à-dire on étudie les effets toxiques d'une substance vis-à-vis d'un organisme. Par exemple, des souris. Ce sont des expériences qui ont été faites aux États-Unis par Albert, par Skiving, par beaucoup d'autres auteurs. Eh bien, vous prenez des lots de souris, par exemple, des lots de 20 ou de 30 souris, et puis, toutes les 4 heures, vous allez leur injecter une substance potentiellement nocive, par exemple un extrait bactérien ou un extrait végétal. Et vous allez faire ça de 4 heures en 4 heures, compte tenu de la manière dont les animaux sont synchronisés, c'est-à-dire avec un programme de lumière et d'obscurité extrêmement strict. Bien, vous allez vous apercevoir qu'à certaines heures, la même dose fixe de la même substance peut tuer 80% des animaux, alors que 12 heures plus tôt ou 12 heures plus tard, il n'y en aura seulement que 20% qui seront tués. Autrement dit, la mort ou la survie d'un organisme dépend de l'heure à laquelle il est soumis à une agression. Et ceci peut soulever un certain nombre de phénomènes. Oui, c'est le problème du médicament, parce que le médicament est une agression, donc cela dépend du moment. C'est-à-dire que, oui, on peut l'envisager sous cet angle-là, c'est exact, c'est un peu le même problème. Mais je reviens à votre question. Ce que nous voyons à l'échelle des 24 heures est également à l'échelle de l'année. Autrement dit, on peut supposer qu'il y a, vis-à-vis de certaines substances ou vis-à-vis de certaines agressions, des heures de moindre résistance ou des mois de moindre résistance. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il fait froid que l'organisme va subir une agression, c'est parce que pendant les mois d'hiver, il se trouve sujet à une plus grande sensibilité vis-à-vis de l'agression du froid. Et ceci est tellement vrai que quand vous prenez un pays aussi vaste que les États-Unis, et même en comparaison avec la France qui a été fait, eh bien on constate que le pic de mortalité est sensiblement le même en février, toujours dans l'hémisphère nord, pour les maladies cardiaques ou pour les maladies pulmonaires, les affections pulmonaires, quel que soit le climat dans lequel se produit cette variation. Ceci est vrai pour le Minnesota où il fait des températures de moins 40 l'hiver et plus 30 ou 40 l'été, ou la Floride qui jouit d'un climat tout à fait clément comme tout le monde le sait. Et là encore, si vous voulez, ça ne veut pas dire que ces variations climatiques ne jouent pas un rôle, c'est pas ça que je veux dire. Ces variations climatiques, on reconnaît leur effet. Mais il faut tenir compte également des variations de la susceptibilité de l'organisme et de l'organisme humain en particulier. On parle également de fatigue. Le petit matin est le moment le plus fatigant de la journée. Le phénomène de fatigue, ça c'est un autre problème. Faudrait-il travailler seulement le matin ou seulement l'après-midi? Alors là, vous abordez un autre problème qui me passionne et pour lequel nous avons fait un certain nombre de recherches en milieu industriel, puisque j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec une entreprise, une raffinerie de la région de Strasbourg, la compagnie rhénane de raffinage, où nous avons fait une étude assez prolongée sur l'effet de changement d'horaire en 3-8. Et nous avons pu étudier le phénomène de fatigue, c'est-à-dire le quantifier par des méthodes extrêmement simples qui consistent non pas à demander au sujet de temps en temps est-ce que vous êtes fatigué, mais à lui demander d'avoir une propre estimation de sa fatigue faite, disons, toutes les 4 heures. Si bien que vous voyez la variation de cette fatigue au cours des 24 heures, ce qui est un phénomène connu, et vous avez un niveau moyen de cette fatigue. Donc vous pouvez apprécier un certain nombre de choses. Et alors, il en résulte de toute cette étude, je ne veux pas vous donner tous ces détails parce que ce n'est pas le lieu, mais il en résulte que nous avons actuellement, je dis nous car le professeur Chaumont et mon maître Laporte se trouvent également impliqués dans ces recherches, il en résulte que nous avons la conception suivante. Nous avons 2 types de fatigue. L'un
qui semble être lié à une déprivation de la dernière partie du sommeil. Quand vous avez des ouvriers qui sont obligés de se lever vers 3 heures du matin, ils amputent la dernière partie de leur sommeil. Alors cette partie de sommeil semble indispensable. Même s'ils se sont couchés, par exemple, à 8 heures du soir. Même s'ils se sont couchés à 8 heures du soir, parce que même s'ils se couchent à 8 heures du soir, la plupart d'entre eux n'arrivent pas à s'endormir immédiatement. Et ils se couchent sans avoir sommeil, et ils sont obligés de se réveiller sans avoir été au bout de leur nuit spontanée, si vous voulez. Ce sont des phénomènes qui sont bien connus, qui sont étudiés par Michel Jouvet à Lyon, qui sont étudiés par Scherrer à Paris, etc. Et c'est dans cette dernière partie du sommeil que se trouve la plus grande portion de ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Or, il semble qu'un sujet qui soit obligé de se réveiller très tôt manque de cette partie de sommeil et se sente fatigué pour le restant de la journée. Alors si vous voulez, ça c'est un des types du sommeil. Au fond, le sujet ne dort pas au moment où son organisme a besoin de dormir. Bon. Il y a un autre type de fatigue qui apparaît, qui est celle du quart de nuit, où les sujets travaillent à un moment où ils ne sont pas au maximum de leur performance. Quand vous mesurez des choses comme la température, qui est liée dans une certaine mesure à l'activité cérébrale. Lorsque vous mesurez la force musculaire, lorsque vous mesurez la sécrétion surrénalienne, il y a un pic de ces différentes variables au cours des 24 heures. Or, le sujet qui travaille de nuit travaille très loin de ce pic, il travaille à contre-temps de ses performances. Autrement dit, ça revient de dire une chose très bête, il y a 1 heure pour dormir et 1 heure pour travailler, et vous pourrez me dire que c'est pas la peine de dépenser autant d'argent et de faire autant d'efforts pour arriver à... Mais il y a un problème social, alors. Il y a un problème social. Car si ce que vous dites est vrai, je pense que c'est vrai, il faudrait même payer les gens beaucoup plus. C'est-à-dire à l'heure où ils travaillent. Je dois dire que cette... Y pense-t-on ? Ah oui, heureusement, et je dois dire que cette étude a été faite avec du fait de la volonté des travailleurs eux-mêmes, et que c'est une coopération totale qui a été tout à fait remarquable. Je dois dire que nous avons actuellement encore une nouvelle étude dans une raffinerie de la région de Rouen, où des gens qui travaillent acceptent de faire sur eux-mêmes des quantités de mesures, car ce n'est pas très compliqué de se servir d'un appareil de pression artérielle, d'un dynamomètre, d'un thermomètre, etc., de répondre à un questionnaire et de collecter ses urines. Et ces personnes, ces opérateurs, ont fait ces études pendant des mois, tous les jours, sauf pendant leur sommeil, bien entendu, pour recueillir des séries temporelles d'informations et permettre de faire des analyses. Donc l'homme peut aider la science. Mais il l'a fait pour lui. Je crois que, si vous voulez, c'est encore un des aspects de la chronobiologie qui, moi, personnellement, me passionne, c'est que c'est une coopération complète entre les sujets. Si vous voulez, il n'y a pas... Bon, il y a un maître d'œuvre au sens où on pouvait l'entendre au Moyen-Âge, mais il y a une coopération complète entre... Le sujet n'est pas un sujet, le sujet devient même un mot péjoratif. Il y a une coopération qui s'établit. J'aime mieux vous dire que lorsque j'ai travaillé avec ces personnes intéressées, nous avons eu des discussions. On a discuté de la validité des résultats, de l'acquisition des résultats. Le chercheur ne vient pas là pour apporter la bonne parole ni des solutions, il vient là pour trouver une coopération, et une coopération complète. Et c'est ce qui s'est passé. Mais docteur, combien faut-il dormir d'heures dans une nuit ? Alors je crois qu'il faut appeler un spécialiste, faire appel à un spécialiste du sommeil pour ça. Je crois que, disons en gros, vraiment le minimum est de l'ordre de 6 heures. 6 heures c'est le minimum. Mais je crois que 6 heures... 8 heures c'est bien. 8 heures, ça dépend des sujets. Il y a une variabilité. C'est encore une des chances de la chronobiologie, c'est de pouvoir définir une variabilité entre les sujets. Enfin, les années passent, les mois passent, les jours passent, le sommeil et la faim reviennent, et on pense que tout cela est normal. Est-ce normal ? Sommes-nous bien faits ? Je ne sais pas. J'ai rayé le mot normal de mon vocabulaire. Je ne parle que de sujets apparemment sains. N'est-ce pas ? Je ne sais pas ce que c'est. Apparemment sain. Apparemment sain, parce que vous pouvez trouver quelqu'un qui soit sain dans les termes conventionnels de la médecine et qui, chronobiologiquement, je m'excuse de ce mot horrible, ait des perturbations. Après tout, pourquoi pas ? On s'aperçoit quand même que les vacances, par exemple, viennent toujours à date fixe.
Oui, mais j'ai l'impression que les vacances sont prises au plus mauvais moment de l'année actuellement, si on peut dire. Il faudrait y prendre quand, alors? Nous parlions des problèmes de moindre résistance des organismes. Eh bien, quand on voit les variations annuelles de la susceptibilité de l'homme, et nous avons fait une étude avec Michel Gauthier et Pierre Gervais et différents autres auteurs sur ces problèmes, manifestement, ce sont les mois d'hiver, les mois dans lesquels nous entrons, janvier, février, mars, qui sont les mois les plus nocifs pour l'homme. Je parle dans l'hémisphère nord. Eh bien, parce qu'il y a une inversion dans l'hémisphère sud. Bien. Et je me demande, au fond, si on ne devrait pas suggérer aux gens de prendre leurs vacances là, alors qu'au mois d'août, il y a une résistance de l'organisme tout à fait exceptionnelle, et c'est pas le moment de prendre ses vacances, ça serait peut-être le moment de travailler le plus. Il faudrait donc tout changer. Oh, temps pour le travail, l'activité, un temps pour le farniente. Et sûrement, le farniente, c'est le mois d'août. Moi, je ne prétends pas tout changer. Je donne des informations. Maintenant, les gens font ce qu'ils en veulent. Mais ça serait un moyen d'étaler les vacances, c'est certain. Dire aux gens, vous risquez beaucoup plus, en travaillant comme des brutes en février, d'attraper une maladie quelconque, plutôt que de travailler au mois d'août et de vous reposer en février. Après tout, maintenant, on peut prendre des vacances n'importe quand. Je ne vois pas pourquoi on ne se gênerait de prendre les vacances en février. C'est le mois le plus haut risque. Pour vous, docteur, la vie, c'est le rythme. Mais qu'est-ce que le rythme? Non, c'est pas exact. La vie n'est pas le rythme. Je considère que, si vous voulez, ça serait une variation périodique dans le temps. Non, je crois que ça serait une erreur de voir les choses sous cet angle-là. Je fais de la chronobiologie, donc c'est le domaine que je connais le bien. Mais je vous ai dit au début, ce que nous voulons, c'est de répondre à 3 questions. Où, quand, comment. Si nous disons la vie, c'est le rythme, alors nous privilégions la réponse à la question quand aux dépens des 2 autres. Par conséquent, la vie, c'est aussi le rythme. Mais ce n'est pas le rythme, si vous voulez. Il y a une composante temporelle, il y a une dimension temporelle, mais au nom de cette dimension temporelle, on n'a pas le droit d'oublier les autres. Si vous voulez, on ajoute quelque chose, mais on ne doit pas retirer pour autant. Quelle est pour vous la caractéristique fondamentale de la vie? Oh, j'en sais rien. Je suis incapable de répondre à ce genre de questions. Mais le chercheur, pourtant, s'est préoccupé de le savoir, non? Vous savez, le chercheur se préoccupe surtout d'avoir des choses mesurables et quantifiables et vérifiables. Et vous pouvez faire beaucoup d'hypothèses, mais ces hypothèses peuvent être plus ou moins loin d'une vérification. Et au fond, ce que nous cherchons actuellement, c'est d'avancer une hypothèse ou d'avancer des idées qui peuvent subir une épreuve pour voir si elles sont vérifiables, ou suivant une expression que j'adore, si elles sont falsifiables. Et c'est ça qui est très important. Alors, on peut raisonner sur le problème de la vie, on peut raisonner sur ces grands problèmes métaphysiques, mais il est très difficile d'apporter un argument. Mon activité de chercheur se limite, si vous voulez, à un domaine beaucoup plus terre-à-terre et, disons, beaucoup plus, je dirais pas modeste, j'ai horreur de la modestie, mais beaucoup plus humble. Le biologiste n'aime pas à philosopher. C'est pas ça. Il n'est plus biologiste à ce moment-là. Si vous voulez, nous avons chacun des idées en quantité, mais des idées qu'il est difficile de vérifier et qui effraient. Quand on pense ce que coûte en temps, en énergie et en argent la démonstration du moindre petit fait expérimental, je crois qu'il faut, avant de se lancer dans un problème, et d'essayer si vous voulez, de mettre à l'épreuve, savoir où on va. L'homme n'est pas toujours égal à lui-même. Comment l'entendez-vous? Par rapport au mois, aux journées, et même à l'année, où parfois sa même résistance revient à date fixe. J'ai remarqué que des gens sont fatigués presque au même mois, sont en forme presque au même mois. Oui. Non, si vous voulez... Et certains, d'ailleurs, on verra dans la périodicité des choses, les suicides viennent à certains moments, et parfois les guérisons viennent à d'autres moments. Oui, c'est parfaitement exact. Il y a une périodicité, mais c'est une disons, là encore, on a affaire à
une périodicité statistique, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez une moyenne et un certain nombre de limites de confiance. Quand vous dites, par exemple, que le pic des suicides réussis, puisque c'est l'expression consacrée, se situe en France aux environs du milieu du mois de juin, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des suicides toute l'année, ça veut dire qu'il y a un pic à ce moment-là, si vous voulez, ce qui peut être utile à savoir, précisément pour la prévention des suicides. Mais ça ne vous permet pas une prévision suffisante, donc c'est une chose statistique. Mais cette chronobiologie que vous étudiez permet-elle de préparer sa vieillesse, de prévoir les ennuis et peut-être d'arrêter les drames? Pas encore. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrive. Si vous voulez, ce serait le but. Alors, je crois que, tout de même, dans la mesure où on fait de la médecine et dans la mesure où la chronobiologie s'intéresse à la médecine, c'est évidemment le problème du mieux-être et d'un aménagement tout de même de notre situation vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du monde extérieur et vis-à-vis des autres. Mais, donc c'est un but lointain, mais un but indiscutablement, autrement on ne le ferait pas. Mais, si vous voulez, les choses vont à la fois très vite et très lentement. Je ne pensais pas, il y a quelques années, qu'on pourrait parler de chronopharmacologie, par exemple, qui est l'étude de l'action des médicaments en fonction de l'heure, par exemple. Ça me paraissait quelque chose de très aventureux de se lancer dans ça. Nous avons fait quelques publications il y a une dizaine d'années. Maintenant, nous en sommes actuellement à la 4e réunion internationale de chronopharmacologie. Donc, si vous voulez, les choses ont été très vite, mais elles ont été très lentement également, car de ces réunions, il n'y a pas encore de décision pratique. On ne peut pas encore dire à un médecin praticien, voilà, nous vous conseillons d'utiliser telle substance dans telle circonstance et à telle heure. Vous voyez, donc nous sommes encore un petit peu en retrait sur le programme et en avance par rapport à des prévisions optimistes. Docteur Alain Reinbert, tout à l'heure je vous parlais du rythme, parce qu'il y a le rythme du travail. Tant que l'on travaille, pendant le temps du travail, on est en forme, puis dès lors que l'on s'arrête, parfois tout craque. On se sent fatigué, et peut-être le pire peut arriver, alors que dans l'exercice d'un travail, on est motivé par ce travail, on est peut-être poussé. Vous ne l'avez pas remarqué ? Je l'ai remarqué, mais là, il s'agit encore d'une remarque triviale que tout le monde peut faire. Je ne sais pas si on peut en tirer argument. Si vous voulez, ce que nous essayons de faire, d'ailleurs, c'est assez, ça fait partie de nos préoccupations, c'est d'essayer de quantifier par le biais de la chronobiologie ces phénomènes subjectifs. Je parlais tout à l'heure de la fatigue. Mais nous essayons également de mesurer l'humeur. Et encore par des questions itératives. L'humeur est changeante. Mais elle est périodique, elle varie d'une manière périodique et d'une manière parfaitement démontrable. Alors, au début, un certain nombre de mes collègues m'ont dit, mais enfin, ça va pas, quoi. Vous êtes en train de comparer des dosages extrêmement élaborés de substances dans le sang, vous utilisez un ordinateur et en plus de ça, vous faites des mesures de l'humeur, vous demandez au sujet de quantifier de manière subjective son humeur, sa fatigue, sa dyspnée, enfin son essoufflement quand il souffre d'un asthme, etc. Et enfin, comment est-ce que vous pouvez oser mélanger des choses de ce type? En fait, ce n'est pas un mélange. On peut arriver à quantifier un certain nombre de phénomènes subjectifs et à montrer leur variabilité et à prévoir leur variabilité. Par ces moyens, nous avons fait une chose bête. Un certain nombre de jeunes collègues, femmes, nous avons fait faire un certain nombre de dosages hormonaux, toutes les 4 heures, à jour fixe pendant le mois, et puis prendre la température, toute chose banale, et puis également mesurer leur humeur, mesurer leur fatigue. Et nous avons vu la variation de cette humeur au cours des 24 heures et la variation de cette humeur au cours du cycle menstruel, et montrer qu'il y avait un pic de l'humeur, un maximum de bonne humeur, si vous voulez, vers le 10e jour après les règles, et un minimum qui se situe environ 10 jours avant les règles. Vous me direz que ce sont des choses connues, mais simplement pour éprouver cette méthode et la sensibilité de cette méthode, nous avons eu recours à un moyen, au fond, relativement simple.
Docteur, il y a une règle, il y a un fait significatif, et puis vraiment c'est une vérité de la palisse. L'homme est éveillé quand il fait jour. L'homme dort quand il fait nuit. Serait-il possible de changer, de faire dormir l'homme quand il fait jour et de le faire travailler quand il fait nuit? Ou les choses sont-elles inscrites une fois pour toutes? L'homme est un animal, est une espèce diurne. C'est un animal diurne par conséquent, et ceci doit être inscrit dans son patrimoine génétique. Il fait partie des espèces diurnes. Maintenant, un homme peut parfaitement s'imposer de travailler la nuit et de dormir le jour. Mais est-ce bien? Est-ce bon? Je suis absolument incapable de répondre à votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que certains hommes peuvent le faire très facilement et d'autres ont beaucoup de difficultés à le faire. Et ça a été encore une grosse surprise de notre travail, de nos recherches, c'est le personnel qui travaille en 3-8. En fait, ils subissent une sélection par le fait. Ceux qui ne sont pas capables de le faire sont relativement vite éliminés. Et les autres persistent pendant des années et sans aucune altération de leur état de santé. Et je crois que certains sujets sont capables de s'adapter à des changements, d'ajuster à un nouvel horaire de travail, et d'autres ne sont pas capables d'ajuster à un nouvel horaire de travail de la même façon. Comme certains sont capables de s'adapter à des changements d'horaire lorsqu'on passe d'un pays à un autre, par exemple. Absolument. Vous avez, c'est une plaisanterie, on n'a jamais fait d'études sur les deux personnes que je vais citer, mais enfin, il y a le type Kissinger et il y a le type Foster Dulles, n'est-ce pas, qui l'un peut franchir des fuseaux horaires apparemment sans souffrance et l'autre était complètement vaseux lorsqu'il traversait l'Atlantique. Et je crois que ça correspond à une réalité. Encore une fois, ces exemples, simplement pour faire image. Ce sont des exemples. Ce sont des caricatures. Mais il est vrai qu'on peut mettre les hommes dans des conditions artificielles. Par exemple, Michel Siffre, lorsqu'il descend au fond d'une grotte. Oui. Valverde, je crois, le cascadeur qui veut passer une série le jour au fond de la mer. Puis d'autres encore. Puis même les cosmonautes. Ils sont tout de même dans des conditions qui ne sont pas tout à fait normales. Je sais bien que vous n'aimez pas le mot normal. Non, mais si vous voulez, même dans des conditions tout à fait, disons, dans des environnements inhabituels, ces rythmes biologiques persistent, cette structure temporelle de l'organisme persiste, et il est important de l'étudier. Et il y a beaucoup d'études, vous savez, on ignore beaucoup les recherches qui se font en France, mais il y a des plongées profondes, celles de la COMEX par exemple, qui se font à des profondeurs de moins 600 mètres sous la mer, et où des études de rythme biologique sont faites sous la direction du professeur Naquet et de son élève Rostin, et auquel j'ai l'honneur de collaborer, et où nous étudions précisément les problèmes de rythmicité dans ces conditions. Nous avons là la possibilité de saisir cette variabilité de l'organisme et d'avoir donc une vue complète. Encore une fois, nous ajoutons la dimension temporelle à des choses comme ça. D'autre part, il y a des études qui sont faites dans un environnement particulier, ne serait-ce que par exemple ces équipages qui passent un mois ou plus dans un sous-marin atomique et dans une atmosphère qui est un petit peu particulière et qui se font en collaboration avec d'autres équipes. Docteur, la Lune a-t-elle une influence sur l'homme ? C'est un problème difficile. C'est un problème difficile et qui a été longtemps débattu et qui l'est toujours d'ailleurs. Il faut voir deux choses. D'abord, il y a une influence. Il y a le jour lunaire, qui est une chose qu'on ne connaît pas tellement parmi les biologistes. Je ne parle pas des astronomes qui le connaissent parfaitement. Mais les biologistes l'ignorent en général. Et le jour lunaire a une période de 24,8 heures. Alors quand vous avez un sujet qui est isolé dans une grotte par exemple, ou dans une situation inhabituelle, et que vous tombez sur une période de 24,8 heures, vous pouvez vous dire que c'est peut-être l'influence de la Lune qui est en jeu. Et il est très difficile d'éliminer ce genre de possibilités. Et au fond, il est heureux que des gens posent des problèmes et des problèmes difficiles. Si vous voulez, ça oblige les autres à carburer un peu plus pour essayer de les résoudre. Et donc le jour lunaire, on a beaucoup d'arguments pour penser qu'il n'a
pas d'influence, ou s'il a une influence, c'est une influence très faible. Mais on ne peut pas l'éliminer. Quant au mois lunaire, il y a indiscutablement un certain nombre d'espèces animales qui sont sensibles aux phases de la Lune. Il y a des annélides polychètes, ce sont certains vers du Pacifique qui lâchent leurs semences au moment de la pleine Lune. Ce sont des phénomènes connus, mais ceci est encore dans le cadre d'un phénomène annuel. Ceci ne se produit pas toute la nuit, mais pendant certains mois, disons pendant 4 mois ou 4 lunaisons. Vous avez également certains éperlans du Pacifique qui arrivent avec la forte marée de la Lune et qui pondent leurs œufs. Et puis les œufs sont dans le sable jusqu'à la marée suivante qui va recouvrir et puis qui va entraîner les poissons, si vous voulez. Et l'heure de la naissance a-t-elle une influence sur le problème de la Lune? Mais alors, c'est en fait, donc on a un certain nombre d'exemples. Et quand on essaye de vérifier si la Lune a effectivement une influence chez l'homme, en fait, on n'a pas d'argument très solide pour le dire. Et on en vient à penser qu'il s'agit là d'un phénomène culturel beaucoup plus qu'autre chose. C'est qu'on a attribué, il se trouve que le rythme mensuel de la femme est de 28 jours et le mois lunaire est également d'à peu près 28 jours. Donc il en résulte qu'on a établi une sorte de coïncidence et la Lune a pris le caractère de symbole de l'humidité, de la fécondité, etc. Et j'ai l'impression qu'un certain nombre de mythes concernant l'influence de la Lune sont précisément des mythes et sont extrêmement encore solidement ancrés. Et quand on parle d'un rythme d'environ 20 jours, d'environ 30 jours, on a toujours tendance à penser qu'il s'agit d'un phénomène lié aux phases de la Lune. Mais lorsqu'on se trouve devant un phénomène d'environ 20 jours ou d'environ 10 jours, alors on ne peut pas le rattacher à un phénomène cosmique et pourtant il existe des périodicités de ce type. Je disais tout à l'heure, je vous demandais si l'heure de la naissance avait une influence sur tout le reste de l'existence. Ah, j'en sais rien, mais ça n'est pas de la chronobiologie. Si, ce qui est de la chronobiologie, c'est de vous dire que spontanément, les accouchements, mais alors d'une manière hautement statistiquement significative, se produisent à 4 heures du matin. Ceci est une chose extrêmement nette et d'observation extrêmement courante. Donc il y a vraiment un rythme circadien des naissances. Les douleurs du travail commencent à minuit, l'accouchement se produit vers 4 heures. Mais vraiment c'est extrêmement net. Et si vous considérez que les accouchements induits se produisent vers, disons, midi, et que la mortinatalité à son pic qui se situe à peu près 2 heures après, vers 2 heures de l'après-midi, on voit qu'il peut y avoir une relation entre la mortinatalité et l'accouchement induit, d'une part, et la survie et l'accouchement spontané, sans problème, qui se produit, lui, vers 4 heures du matin. Docteur, nous parlons des journées de 24 heures, parce qu'elles sont de 24 heures. Pourrait-on faire des journées de 36 heures? Des essais sont faits actuellement. Il y a eu 2 expériences qui sont très amusantes. Il y en a une qui a été faite par Hugh Simpson au Spitzberg, où il a profité du fait que le soleil en été, il fait juste un petit tour dans le ciel et au fond on ne peut pas avoir de repère temporel. Alors on a imposé des programmes de travail de 21 heures. Et on a étudié un certain nombre de rythmes biologiques chez des sujets. Et alors, ce qu'on a observé, c'est qu'un certain nombre de variables physiologiques étaient entraînées par une période de 21 heures, par cette période imposée de 21 heures, alors que d'autres variables physiologiques avaient une composante qui persistait à 24 heures. Autrement dit, dans cette structure temporelle de l'organisme, vous avez comme des parties molles et des parties dures. Vous avez des espèces d'os temporels qui résistent à la manipulation et d'autres qui, au contraire, se laissent entraîner. Par conséquent, d'autres expériences, malheureusement, elles ne sont pas publiées, faites par le docteur Gouard à Mont-de-Marsan. Il ne les a pas encore publiées, mais je les cite tout de même, puisque vous me posez la question, a essayé d'imposer un rythme de 30 heures. Il est arrivé aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que pour certaines variables physiologiques, on peut entraîner sur un rythme de 30 heures, et pour d'autres, la température, par exemple, reste accrochée à son rythme de 24 heures,
Et si j'ose dire, elle ne veut pas, à peu près 24 heures, mais elle n'en sort pas. Donc, là encore, on se trouve en présence, si vous voulez, d'une partie dure de la structure temporelle, et je ne pense pas qu'on puisse imposer. Si on vous impose un rythme de 36 heures, dites-vous bien que votre organisme, pour une partie, continuera à rester à 24. Mais les recherches que vous faites pourront peut-être modifier bientôt les habitudes de la médecine. Je m'entends. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire prendre un médicament, on vous dit toujours, il faut le prendre au lever, à midi, et puis le soir, souvent on vous dit à jeun. Je crois qu'avec la chronobiologie, on va changer tout cela, non? Je l'espère. Je l'espère parce que actuellement... Vous pourrez dire, par exemple, à 14h26, il faut prendre ce médicament? Non, je ne pense pas que ce soit exactement de cette manière-là que les choses se présenteront. Je crois qu'il faudra établir une collaboration entre le médecin et son malade pour savoir cette chose-là, d'une part, et savoir ce qu'on veut obtenir d'un médicament. Nous avons déjà fait des études concernant l'administration de la cortisone et de ses dérivés. Eh bien, suivant l'effet que vous voulez obtenir de la cortisone, vous savez à quelle heure vous devez la donner. Ou plus exactement, si par exemple vous voulez donner de la cortisone et éviter qu'elle perturbe l'organisme et qu'elle crée des perturbations graves dans l'organisme, il faudra la donner en phase avec le pic de sécrétion de la cortico-surrénale. Autrement dit, le donner en même temps que la surrénale travaille beaucoup. À ce moment-là, les perturbations sont moindres. Bon. Mais si vous voulez avoir le maximum d'efficacité de cette même cortisone, c'est à une autre heure qu'il faudra la donner. Donc, on ne peut pas vous dire, avec un médicament aussi complexe et ayant des actions aussi multiples que la cortisone, voilà l'heure préférentielle de la donner. Il y a certaines heures pour certaines choses, d'autres heures pour d'autres choses. Mais vous, le chercheur, vous vous méfiez des médicaments? Bon, je ne vais pas me méfier des médicaments. Je crois que le problème des médicaments est de savoir les utiliser, de savoir ce qu'on peut en attendre, connaître leur efficacité, connaître leurs limites. Moi, je me méfie des médicaments comme d'autres se méfient des automobiles. J'ai ma voiture, je l'utilise. Quand je traverse la rue, je fais attention. Je crois qu'on ne peut pas, vous savez, les médicaments ne sont ni bons ni mauvais, et il faut savoir quelles sont les limites de leur utilisation. Or, la chronobiologie est une étude de leurs limites. Moi, je n'ai pas à me méfier des médicaments. Je suis bien content, quand j'ai mal à la tête, de prendre une aspirine. Et par ailleurs, j'étudie quels sont les métabolismes, le métabolisme de cette aspirine. Je peux vous dire que les voies métaboliques qui vont être suivies par l'aspirine ne sont pas toutes ouvertes ni toutes fermées en même temps, et que l'effet de l'aspirine peut être totalement différent suivant l'heure à laquelle on l'absorbe. Enfin, vous dites, j'ai lu votre livre, j'ai lu les études que vous avez su faire. Certaines maladies sont situées dans le temps, et même certains mots, par exemple les suicides, l'apogée des suicides se situe entre le 18 mai et le 18 juillet. Oui. 18 mai, 18 juillet, c'est tout de même très très précis. Vous dites encore, pour les tumeurs malignes, les leucémies, on enregistre un maximum de décès entre le 24 novembre et le 23 janvier. C'est aussi précis que cela? Ce que nous faisons, non, il faut pas se laisser prendre par les chiffres. Si vous voulez, ce qui est important, c'est de quantifier un phénomène. Bon, les méthodes que nous utilisons, qui sont des méthodes statistiques ultra conventionnelles, nous permettent de donner une moyenne avec ses limites de confiance pour ce qu'on appelle une certaine sécurité, disons 95% de sécurité. Les chiffres que vous citez correspondent à ces limites de confiance. Ça veut dire que entre ces deux dates... Ils sont frappants. Oui, ça veut dire qu'entre ces deux dates, vous risquez de trouver le sommet de la variation. Mais ça ne veut rien dire de plus. Si vous voulez, c'est un langage statistique, et comme tous les langages, il a sa signification, et sa signification peut être plus ou moins distordue. Parce que ce sont des chiffres qui laissent l'optimisme et qui engagent le pessimisme. Par exemple, pour un homme qui a des faiblesses avec son cœur, cet homme peut penser que les ravages viennent entre le 2 février et le 13 mars. C'est-à-dire qu'avant le 2 février, il est tranquille, et après le 13 mars, il peut se rassurer. C'est-à-dire que c'est au moment où va se trouver son pic de susceptibilité, mais cela peut-être peut vouloir dire que c'est à ce moment-là où il faut peut-être renforcer la surveillance dans les hôpitaux. Ça veut dire que c'est peut-être à ce moment-là où les médications utiles à ces sujets peuvent être plus intéressantes, etc. C'est ça que cela veut dire. C'est au fond dans le but d'une médecine préventive qu'on essaye de faire d'une meilleure occupation, si vous voulez, de l'énergie dont nous disposons, car finalement c'est un problème d'énergie.
Est-ce qu'on va, pour la surveillance d'un cardiaque ou pour la surveillance d'un asthmatique, dépenser la même énergie tout au cours de l'année? Je pense que non. Il y a des moments où on peut faire une espèce de paix thérapeutique à un malade et d'autres moments où, au contraire, une extrême vigilance s'impose. Les médecins suivent-ils attentivement vos travaux? Certains d'entre eux, oui. Les autres, non. Vous savez, non, il faut les observer. Non seulement les suivre, mais observer. Non, je crois que les choses se font petit à petit. Vous savez, la vie d'un médecin praticien a des côtés extrêmement intéressants. Mais il faut bien dire qu'avec la surcharge de tâches qu'il a à faire et de responsabilités qu'il a, le temps imparti à son information est relativement faible. Par conséquent, ceci pose un problème. Et ceci est vrai pour la chronobiologie que pour tous les autres domaines de la médecine. Enfin, nous avons parlé tout à l'heure des journées de 36 heures. Je vous demandais s'il était possible d'entamer une journée de 36 heures. Vous m'avez dit qu'un médecin de Mont-de-Marsan, je crois, s'essayait sur une journée de 30 heures. Mais nous avons, ce qui est acquis déjà, cette journée de 24 heures. Je voudrais savoir, moi, si elle est maintenant très bien découpée et comment il faudrait la découper. C'est le 3x8, travail, repos, loisirs? Là encore, je ne sais pas. Je peux vous dire que du point de vue physiologique, il est souhaitable de travailler au maximum, si vous voulez, de faire coïncider les possibilités de l'organisme avec le pic d'un certain nombre de variables. Si vous savez que votre force musculaire a un pic vers 15 heures, n'est-ce pas, une personne qui se lève vers 7 heures du matin et se couche vers 23 heures a un pic de sa force musculaire vers 15 heures. Bon, si vous lui demandez de faire un effort musculaire à un moment où il a une performance moindre, eh bien, il n'y arrivera pas très bien. N'est-ce pas? De même que pour la conduite automobile, si vous voulez, la conduite automobile suppose que vous appréciez des distances. Or, et distances et des durées, ce que Paul Fraisse appelle un tempo. Eh bien, cette appréciation varie au cours des 24 heures, et c'est un phénomène physiologique. Autrement dit, vous n'aurez pas la même appréciation de la distance et de la durée brève au cours de la nuit, au cours du jour. Par conséquent, la conduite automobile n'aura pas les mêmes caractères. La conduite d'un avion n'aura pas les mêmes caractères. Et ceci n'est pas lié à un phénomène de fatigue, ceci est lié à un phénomène physiologique. Vous comprenez? Donc, je crois que ça dépend un peu des tâches que les gens ont à faire. Hein? Maintenant, si vous demandez à un sujet humain qui est profondément motivé de donner son maximum, eh bien, il le donnera, quelle que soit l'heure. Hein? Il y a également le week-end. Le week-end, c'est une coupure. Cette coupure du week-end est-elle souhaitable? Je crois, alors ça, vous me posez une question qui m'amuse beaucoup, parce que nous trouvons des rythmes d'environ 7 jours. Et je dis bien d'environ, ils n'ont pas exactement 7 jours. Et ça laisse supposer qu'il existe une périodicité spontanée d'environ 7 jours, et que le découpage du temps en une semaine a correspondu, si vous voulez, à une nécessité biologique, correspond à un rythme biologique. Je ne peux pas le prouver. Mais j'ai de bons arguments. Et d'autres arguments, car ces bons arguments, c'est qu'il existe des périodicités d'environ 7 jours chez un certain nombre d'animaux. Et des phénomènes assez curieux chez les araignées, chez les rats, etc., on peut mettre en évidence. Et qui n'ont rien à voir avec les relations qu'ils peuvent avoir avec l'homme, si vous voulez. Donc une périodicité de 7 jours existe, de même qu'une périodicité de 10 jours et de 20 jours existe chez l'homme, et qu'il y a eu certains calendriers qui avaient une périodicité de 10 jours et de 20 jours. Par conséquent, je crois, si vous voulez, que le phénomène social de la semaine telle que nous la connaissons n'a fait que renforcer un phénomène physiologique. Mais la chronobiologie fera-t-elle que bientôt il y aura d'excellents rapports entre les médecins et leurs malades? Je le souhaite. Je crois que, si vous voulez, c'est là un problème de relation. C'est un problème de relation. Quand vous avez, par exemple, un asthmatique, comme ça se passe à la Fondation Rothschild, où je travaille avec Pierre Gervais, eh bien, nous avons des asthmatiques et nous leur demandons de mesurer leur débit expiratoire de pointe, ce qui donne une appréciation du calibre de leurs bronches. Et il y a une variation de ce calibre bronchique au cours des 24 heures et ils font leurs mesures eux-mêmes. Ils savent donc
l'état de leur bronche et sont à même de juger de l'efficacité d'une thérapeutique qu'on leur propose ou simplement le séjour dans des chambres où ils sont à l'abri d'un certain nombre d'allergènes, puisqu'il s'agit d'asthmatiques. Eh bien, nous pouvons, de cette manière objective, par des mesures faites par les malades eux-mêmes, voir ces variations. Alors, nous avons poussé les choses beaucoup plus loin. Nous leur avons confié un certain nombre d'instruments et ils font des mesures à domicile ou dans leur entreprise. Et cette série de mesures, on ne peut pas fausser une série de mesures. Des mesures faites toutes les 4 heures, on ne peut pas les inventer. Les gens sont coopérants en réalité. Eh bien, on peut avoir de cette manière des informations données par le malade lui-même et le langage entre le malade et son médecin devient le langage des chiffres. Et l'appréciation est une appréciation commune et une discussion sur des faits réels plutôt que des impressions qui sont purement subjectives. Donc j'ai bien l'impression que cette autométrie du malade que nous préconisons actuellement peut rendre de très grands services et faire rentrer dans la pratique cette chronobiologie. La chronobiologie, c'est l'affaire du temps. Il est 18h. Je vous remercie, Dr Alain Ravert. Merci bien, M. Chaussel. France Inter, 18h, d'ailleurs 18h qui ont sonné à l'instant. Demain un autre rendez-vous, demain un autre sujet, demain un chauffeur de taxi. À demain, bonsoir.